Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de décembre 2023. Et cette semaine j'ai lu à peine 3 mangas. Et on va commencer tout de suite par le tome 4 de J.K. Haru, Sex Worker in Another World. Alors ce manga est édité chez Meian. Le 3 juin 2022, c'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. Il y a 5 tomes de sortie pour le moment. Donc je suis un tout petit peu à la bourre, il faut que j'aille me prendre le tome 5 et vite parce que c'est une série que j'apprécie beaucoup. Alors voilà, c'est un isekai qui sort un petit peu du lot par rapport à la situation de notre héroïne. Effectivement, notre héroïne, du coup, elle va mourir avec un camarade de classe et ils vont se réincarner. Son camarade de classe, lui, il va avoir plein de pouvoirs, il va être tout pété. Et elle va du coup se retrouver dans une sorte d'auberge où il y a des filles de joie. Donc pour les gens qui ne connaissent pas ce terme, des filles qui offrent leur corps pour de l'argent. Donc voilà, c'est une auberge où elle sert et elle vend des services. Il y a même une sorte de petit podium pour voir laquelle est la plus populaire, tout ça. Et notre héroïne, du coup, elle va être dans ce monde qui est totalement misogyne, qui est totalement à l'ancienne, et qui du coup va survivre comme elle peut dans ce monde-là, avec les moyens du bord, et elle s'en sort bien. On va croiser plein de personnages assez loufoques, beaucoup de passages assez durs à lire aussi, parce que du coup... comme c'est une femme, elle se fait rabaisser pour pas mal de choses. Pendant l'acte, elle se fait malmener par certains qui se prennent vraiment pour des gros durs et qui pensent à elle comme David Poche, pour rester poli. C'est vrai que c'est assez dur à lire, hein, je le conseille pas à tous, hein, si vous êtes sensible, ne lisez pas cette œuvre, parce que du coup, ça englobe vraiment le sujet de la sexualité, de la prostitution. Et on n'est pas épargné, hein. Clairement, on n'est pas du tout épargné. Et notre héroïne, malgré cette condition, elle vit bien. Hein. Ses collègues, du coup, femmes, elle les apprécie beaucoup. Elles passent de bons moments quand même tout ensemble. Et puis, il y a des clients voilà, qui sont quand même agréables, gentils. Ça devient des réguliers. Et c'est pas qu'une histoire de vie de poche, et avant ça ils papotent, ils passent du bon temps, ils se racontent un peu leur vie et autres. Enfin voilà, il y a moyen de passer quand même un bon moment, on va dire. Et dans ce tome 4, on voit des soldats qu'on avait rencontrés dans le tome 3 qui étaient adorables, hein, devenir des monstres complets. Vraiment les pires de leur espèce. Ils sont violents avec nos demoiselles, ils s'en servent justement juste comme vide poche, ils les humilient, elles se font un peu frapper quand même. Vraiment c'est une humiliation totale, je suis très en colère dans ce tome 4, c'est horrible, elles subissent vraiment une injustice. Et c'est bizarre parce que ces soldats ils étaient pas comme ça avant, ils étaient tout doux, tout gentils, tout sympas. Mais là, on voit que certains ont le crâne rasé, ils ont de plus en plus de cicatrices, et on voit que c'est leur espèce de commandant là, qui semble vraiment louche, parce qu'ils boivent les paroles du commandant, et si on touche ou si on parle au commandant ou autre, ils s'énervent tout de suite et ils deviennent très violents. Enfin, c'est juste horrible, et je me demande s'il n'y a pas une histoire de magie ou autre derrière tout ça, parce qu'ils ont changé radicalement, et c'est vrai que c'est assez monstrueux pour nos demoiselles, qui prennent tarif, il faut le dire. Et c'est vrai que c'est assez étrange. Le commandant, il n'est pas du tout tout net. Et j'ai hâte qu'on creuse ça parce que c'est vraiment horrible. Il y a des passages vraiment très durs. D'ailleurs, au passage, le garçon qui est apparu avec notre héroïne, qui s'appelle Shiba, il est insupportable. Shiba est détestable. Je peux plus me le voir. C'est... Je pense comprendre ce qu'ils ont voulu faire avec ce personnage. Ils essayent de nous donner une petite pitié dans ce tome-là sur ce personnage, en mode personne ne le comprend, le pauvre il a souffert autrefois, nanana. J'en ai rien à péter. Il est insupportable, il est détestable, il me sort par les yeux, je n'en peux plus de ce personnage, je veux plus le voir. Je voudrais juste qu'il lui arrive
plein de malheurs et que ça dégage. Je peux vraiment plus me le voir, il est immature, il est dégoûtant, je n'en peux plus de lui. Il est égoïste, voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que Shiba, vraiment, c'est poubelle. Et j'ai à peine pitié de lui finalement, j'ai aucune sympathie pour ce personnage, il m'insupporte. Et ce qui m'intrigue beaucoup là dans le tome 5, j'ai très hâte d'aller le prendre, c'est que une des collègues de notre héroïne va être invitée à chanter dans l'espèce de caserne où il y a ces fameux soldats très violents. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas revenue. Donc moi, je sens à 1000 à l'heure qu'elle s'est fait agresser sexuellement par toute la caserne, je pense. J'espère pas, parce qu'en fait, c'est vraiment un scénario horrible, mais je le sens très très fort. Elle n'est pas revenue, à mon avis, elle est comme prisonnière là-bas, et elle sert juste de vide-poche, du coup. Et c'est monstrueux. Je sens que le tome 5 va être très très dur à lire. De toute façon, en fait, les tomes, ils deviennent vraiment de plus en plus hard, je trouve. Mais il y a quand même des petits passages de calme, de tendresse qui font plaisir parce que c'est vrai que des fois il faut s'accrocher. Il y a même un moment où on voit que notre héroïne commence à avoir, je pense, des sentiments pour un personnage. Et en même temps je la comprends. Mais du coup voilà, j'ai hâte qu'on creuse tout ça. Le mystère avec les soldats, sa collègue disparue, le monsieur qui fait battre le cœur de notre chère héroïne. Et par contre, je veux plus en entendre parler de Shiba, il m'insupporte. Je sais très bien qu'on va le voir encore très souvent, mais j'en peux plus, honnêtement. Enfin bref, voilà, J.K. Haru, c'est vraiment une lecture à part qui n'est pas pour tout le monde, mais qui est vraiment très intéressant et plutôt bien écrit. Et franchement, les dessins, ils sont super jolis en plus. C'est un régal pour les yeux. On passe ensuite au tome 10 de Arte, une autre de mes séries chouchou, vraiment une série voilà, historique sur une femme qui veut devenir peintre, mais à cette époque-là, ça se fait pas trop. Et en plus de ça, c'est une femme noble qui a du coup quitté son statut de noble entre parenthèses parce que ses parents n'étaient pas d'accord pour se consacrer à sa passion. Et c'est vrai qu'elle va être confrontée à plein de misogynie et autres. Et elle est super forte. Elle va être prise en apprenti chez un peintre. Et c'est trop bien. C'est juste trop bien de voir son évolution. C'est édité chez Komiku le 27 août 2020. C'est un seinen et l'œuvre est toujours en cours actuellement. En 18 tomes pour le moment, il me semble. Et Arte, écoutez, là dans ce tome-ci, on continue de suivre ses aventures. Elle a pour mission de peindre une jeune femme qui est assez mystérieuse. Et en même temps, elle est embauchée en secret pour en apprendre plus sur cette femme-là et pour la surveiller. Et ensuite, elle doit faire un rapport. Mais voilà, Arte, elle est surtout concentrée sur sa mission qui est de peindre le portrait de cette femme. Parce que Arte est avant tout passionnée par la peinture. Et le truc assez incroyable qui va arriver à notre chère Arte, c'est que cette femme réside actuellement dans son ancienne résidence à Arte. Du coup, Arte, ça lui fait un petit peu tout bizarre parce que forcément, elle retourne dans sa résidence après tant de temps. Et c'est quelqu'un d'autre qui y réside. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères autour de cette femme qui va être découvert dans ce tome 10. Le mystère va pas durer 1000 ans non plus. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Et le truc qui va arriver à notre chère Arte dans ce tome 6, c'est que notre femme mystérieuse n'est pas trop sensible à l'art, on va dire, au tableau et autres. Donc quand elle va voir tous les dessins, tous les croquis d'Arte de son portrait, et elle va être elle va dire que c'est bien, c'est joliment dessiné, mais elle va pas être transcendée. Et c'est vrai que ça va être un choc pour notre pauvre Arte parce que elle veut pas ce genre de réaction en fait. Pour elle, c'est un échec. Donc Arte va vraiment tout donner pour essayer de séduire cette femme, mais le problème avec ça, c'est qu'elle ne connaît rien sur cette femme. Et c'est ça tout le problème, c'est que comment est-ce qu'on peut peindre
quelqu'un, le portrait de quelqu'un, sans connaître cette personne. Ça suffit pas en fait à donner une vie, une âme à un tableau, à une œuvre. Il faut connaître la personne et lui donner cette personnalité-là. Et c'est ce qui manquait à Arte et du coup elle va remédier à ça dans ce tome-ci. Enfin voilà, c'est un tome assez chill quand même. C'est pas le plus palpitant entre parenthèses, moi je l'ai adoré, mais c'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses finalement, c'est assez calme. Mais ça fait toujours plaisir, c'est une œuvre qui est vraiment agréable, qui est géniale. Notre Arte, elle évolue de tome en tome, elle est vraiment très attachante. Et j'espère qu'on verra un petit peu une petite évolution entre elle et Léo, qui est du coup son maître, qui l'a pris en apprenti, parce que Arte assume clairement qu'elle a des sentiments pour lui. Donc à voir comment ça va évoluer aussi de ce côté-là. Et voir comment notre chère Arte va évoluer dans le domaine de l'art de manière générale. J'ai très hâte de voir tout ça. Et j'ai aussi hâte de voir si Arte va réussir à faire un portrait qui va transcender notre chère madame. On verra bien. En tout cas, c'était un tome vraiment cool, très chill, très agréable et dans la lignée des autres tomes. Et puis les dessins sont toujours aussi jolis hein, dans Arte. Moi j'aime beaucoup le trait. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 0 de Twilight Bound Hanako-kun. Voilà, je vous mets le résumé de ce tome juste ici. Donc c'est édité chez Pika. Le 1er juin 2022, c'est un shonen et c'est un one-shot pour ce petit tome 0. Très souvent... Ça va, je te dérange pas toi? Alors, très souvent, dans les tomes 0, on a une sorte de petit préquel à l'histoire principale ou autre. Là, pas du tout. Pas du tout. Dans ce tome 0, du coup, on a 3 chapitres de Twilight Bound Hanako-kun. En fait, c'est 3 chapitres de base que l'auteur avait fait avant d'avoir ceux qu'on connaît maintenant. Et ils sont quand même radicalement différents. Et j'ai vachement aimé, en fait, ces 3 chapitres-là. On a une toute autre approche de l'œuvre, des personnages, et j'aime plutôt bien. En fait, je me suis rendu compte avec ça que si Twilight Bound Hanako-kun ça avait été juste un one-shot tourné de cette façon-là, ça aurait été plutôt bon, plutôt sympa, plutôt bien. Un bon one-shot qui aurait été plutôt intéressant, je trouve. Mais bon, je suis quand même très heureuse que ce soit l'œuvre que c'est maintenant parce que j'aime beaucoup l'histoire et j'ai chaque fois hâte de découvrir la suite. Mais c'est vrai que cette façon dont l'histoire a été tournée est plutôt intéressante. Notre petite héroïne Néné va faire un vœu du coup aux toilettes, hein, il va invoquer Hanako. Donc là, jusque-là, on est plutôt dans l'histoire de base. Sauf que voilà, elle va demander à Hanako qu'elle tue son ex. Parce que Néné, elle était en couple avec un mec, mais ce mec l'a trompée. Et du coup, elle a trop la haine et elle veut le voir mourir. Donc Hanako, il y va et tout. Sauf qu'après, elle regrette. Mais Hanako, voilà, un petit blagueur, un petit farceur. En fait, du coup, s'il le souhaite pas, il ne peut pas toucher les humains, quoi. Donc en fait il lui a fait une petite blague et Néné est juste passé pour une cruche. Et c'est vrai que voilà, dans ces 3 chapitres là par contre, ils insistent bien sur le fait que Néné elle aime trop les beaux gosses. C'est aussi dans l'histoire de base, mais là du coup c'est peut-être parce que c'est un petit peu plus condensé, mais ça a l'air un peu lourd. Un peu plus lourd parce que c'est vrai que t'es une grosse psychopathe des beaux gosses, c'est abusé. On va aussi voir notre cher jeune exorciste hein, dans ces 3 premiers chapitres. Et en fait, ils nous ont fait une sorte de petite fin. Trop triste, franchement, où Néné et Hanako sont séparés. Lui dans le monde des esprits et elle dans le monde des humains, on va dire. Enfin, ils sont dans le même monde, mais ils peuvent pas se voir. Et c'est super triste. Ça finit comme ça et ça m'a vraiment attristée. Je vous dis qu'en fait, en one shot, ça aurait été bien parce que du coup, ça aurait fait une fin triste, mais c'était une belle histoire quand même racontée. Franchement, je vous laisserai découvrir, c'est hyper bon, c'est très bon, c'est très sympa et voilà, la fin est
tristement amer, hein, parce qu'on n'a pas envie que ça se finisse comme ça, on n'a pas envie que ça se finisse comme ça dans l'œuvre de base aussi. Mais c'est vrai que c'était vachement intéressant ces trois chapitres-là. Et à côté, on a une autre histoire avec ces personnages-là, qui s'appelle du coup My Dear Living Dead. C'est la toute première histoire du coup de la mangaka. C'est un petit one-shot on va dire, et on suit Lily et Cult, qui sont des nécromanciens. Voilà, c'est des gamins nécromanciens. En fait, du coup à l'âge de 5 ans, il y a une marque qui apparaît sur la main des enfants qui ont des pouvoirs de nécromanciens. Et quand cette marque apparaît, les enfants, qu'est-ce qui se passe? Ils sont littéralement kidnappés, hein. Ils sont volés à leur famille pour devenir des nécromanciens, pour être entraînés et chasser des morts vivants. Et ça, techniquement jusqu'à la fin de leur vie. Donc ils n'ont plus de contact avec leur famille, leurs amis, rien. Hein. Ils sont vraiment... C'est disparition du jour au lendemain et ils n'ont pas le droit de donner de nouvelles non plus. Les lettres ne parviennent pas, rien. Ils sont juste prisonniers, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est assez horrible. Et du coup, nos deux héros, là, Lily et Cult, ils ont un petit peu grandi ensemble. Ça fait plus de 10 ans qu'ils se connaissent. Sauf qu'il existe deux marques différentes. Lily a une marque et Cult en a une autre. Et la marque de Lily, en fait, elle est vouée à disparaître. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs dans ce tome-ci. Et quand la marque disparaît, du coup, elle perd ses pouvoirs de nécromancienne. Et ensuite, elle peut retourner chez elle, comme si de rien n'était. Mais bon, après 10 ans, vous voyez la tête de la famille, hein, comment ils vont réagir. Ils ont sûrement même refait leur vie, c'est horrible dit comme ça. Mais du coup, voilà. Là, dans ce petit one-shot, on voit Lily qui perd petit à petit ses pouvoirs et qui va malheureusement être séparée de Cult parce que du coup, comme elle retournera dans une vie normale, et elle aura plus de contact avec Cult. Et ça, pour eux, c'est hors de question parce que ils ont grandi ensemble, ils s'aiment plus que tout. Ils s'aiment, voilà, ils ont développé des gros sentiments très très forts tous les deux et ils sont tout le temps coltinés ensemble, donc ils n'ont pas envie d'être séparés. Et du coup, on va les voir faire leur travail de nécromancien, voir un petit peu comment ça marche. C'est plutôt intéressant. Et les nécromanciens, du coup, qui sont là à vie, donc comme Cult avec sa marque, ensuite, ils vont faire apparaître une sorte de serviteur, de familier, qui l'accompagnera à vie. Je pense que vous le voyez peut-être venir, du coup, mais à la fin, ils restent ensemble pour toujours. Mais je trouve ça assez horrible, assez morbide, assez glauque. D'ailleurs, on a le personnage de Cult qui a un petit développement dans ce petit one-shot. Et c'est plutôt cool, contrairement à Lily, en fait, où on ne sait pratiquement rien d'elle, en fait. Mais voilà, c'était nécessaire à l'histoire, hein, le développement de Cult, justement. Mais c'est vrai que c'est une fin un peu douce amère aussi, vous voyez. Ça finit pas mal. Mais c'est pas folichon non plus, c'est un peu glauque comme fin. Enfin, en tout cas, ça dépend du regard des gens. Moi, je trouve que c'est assez glauque quand même. Même si, voilà, c'est pas une fin horrible en soi. Ça dépend comment on le voit. Mais c'était super intéressant. Du coup, je me dis que c'était sa première histoire. Elle était vraiment très très bonne. Et là, du coup, j'ai juste kiffé ce tome 0. J'en ai pas lu beaucoup, hein, des tomes 0, mais c'est un des meilleurs que j'ai lus. À mon humble avis, entre les chapitres pilotes de Twilight Bandana Koken et ce petit one shot, franchement on a été bien servi, c'était hyper intéressant et très intéressant de voir les choses d'une autre façon. J'ai beaucoup aimé. Et puis au niveau des dessins, écoutez, c'est les dessins de Twilight Bandana Koken quoi, donc c'est plutôt bon, très spécial évidemment, mais très très bon. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!